Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Secret de scénariste, saison 3, épisode 3. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de la Guilde française des scénaristes à Paris. Pour rappel, la Guilde, c'est le syndicat qui représente près de 350 scénaristes professionnels du cinéma et de la télévision. L'objectif de cette émission est simple, vous faire découvrir en profondeur la réalité du métier de scénariste, les rouages de l'écriture, en bref, une plongée dans la partie immergée de l'iceberg qu'est la fabrication d'un film. Aujourd'hui, nous recevons Léo Carman et Sabrina Beccarine qui ont écrit ensemble le long métrage La dernière vie de Simon, un film fantastique français qui réussit le tour de force de capturer la magie et l'innocence des productions spielbergiennes tout en conservant sa singularité hexagonale. Maman! Je t'aime. Peu importe à quoi tu ressembles. Bonjour Léo, bonjour Sabrina et merci d'être venu nous voir à la Guilde Bonjour. des scénaristes. Bonjour. Et merci d'avoir fait un film de genre fantastique français aussi réussi, crédible et émouvant et auquel on croit, donc comme quoi il est possible de faire ce genre de cinéma dans notre pays. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord aborder le fait que bien, vous êtes membre de la Guilde française des scénaristes et vous avez été aussi membre du Conseil Cinéma. Pourquoi c'est si important pour vous de faire partie d'un syndicat comme la Guilde ? Alors j'ai envie de répondre tout simplement parce qu'il est temps de considérer le métier de scénariste comme un métier en fait. Parce que c'est important de se réunir, c'est important de... Comme entre scénaristes, on peut se réunir aussi en collectif pour s'entraider sur l'aspect artistique. Je pense que c'est hyper important aussi de s'entraider et de se réunir pour des aspects, on va dire, un petit peu plus complexes en ce qui concerne notre métier, qu'on comprend pas d'ailleurs toujours, en ce qui concerne peut-être l'aspect juridique, notre statut aussi. Donc je pense que plus on est nombreux, plus on est fort, quoi. Surtout, c'est très important. Léo ? Moi, je me sens un peu plus réalisateur que scénariste, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de travail à faire pour améliorer les droits des scénaristes que les droits des réalisateurs. Et donc, je crois beaucoup au principe du syndicat. Je pense qu'en France, les syndicats ne sont pas encore assez forts. Et donc, il était impensable pour moi de faire un métier sans être dans un syndicat qui en défend les droits, quoi. Voilà. Après, je réfléchis beaucoup à... aussi m'inscrire à un syndicat de réalisateurs, mais pas tellement pour défendre leurs droits, mais pour défendre, disons, l'importance de la mise en scène. Je pense que en défendant l'importance de la mise en scène et à quel point la mise en scène apporte à un film, paradoxalement, on défendra les scénaristes. Parce que si les réalisateurs commencent à être considérés par leur travail, ils arrêteront d'aller empiéter sur les droits d'auteur des scénaristes, je pense. On va évidemment parler de votre film La dernière vie de Simon, mais avant de rentrer dans les rouages de l'écriture de ce long métrage, je voudrais d'abord vous poser une première question, c'est d'où vous venez ? Est-ce que vous avez fait une école, par exemple, pour devenir scénariste ? Est-ce que vous avez suivi une formation particulière, une fac voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours ? J'ai le micro, je commence. On est anti-truc de genre et tout, donc il n'y a pas la femme commence, nous. On fait... ouais, égalité à tous les niveaux. Moi, j'ai fait une école de cinéma, oui, j'ai fait une école privée de cinéma en banlieue parisienne. Je voulais faire du cinéma depuis que j'étais tout petit, hein, vraiment. À 8 ans, je crois que j'ai découvert Hook de Steven Spielberg et c'est ça qui m'a donné envie de faire du cinéma. Ce que j'adore Enfin, je trouve que Hook, ça représente clairement ce que j'adore dans le cinéma, c'est-à-dire ce pacte entre le réalisateur et les spectateurs, qui est ok, vous savez que ce que vous voyez c'est du carton-pâte. Clairement, les décors c'est du carton, même la bouffe imaginaire c'est de la pâte à modeler, mais ensemble on va tous y croire pendant 2 heures parce que c'est ça qui est chouette. Et je pense, moi c'est ça que je préfère dans le cinéma, c'est ce pacte-là en fait, de se dire on sait que c'est faux mais on va y croire et on va du coup vivre des émotions un peu uniques, quoi. Et donc j'ai fait cette école de cinéma qui m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes avec qui je travaille aujourd'hui. Ça a été ça le gros avantage. Et le deuxième gros avantage, c'est que grâce à cette école, j'ai pu commencer des stages en tant qu'assistant mise en scène. Et après, j'ai travaillé à peu près pendant 6 ans en tant qu'assistant réalisateur sur les plateaux de télé et de cinéma, assistant script, assistant casting, je suis à peu près assistant de tout ce qui est possible.
Et je pense que c'est indispensable pour être réalisateur en fait. Parce que ça permet de comprendre vraiment les mécanismes d'un plateau de cinéma, donc comprendre l'inertie, c'est-à-dire que quand vous prenez une décision artistique en tant que réalisateur, c'est très 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 important d'avoir conscience de l'inertie d'un plateau. Je pense que vous êtes du coup beaucoup plus efficace si vous avez conscience de vos contraintes. Et puis vous comprenez les métiers de tout le monde aussi. Et ça je trouve que c'est très très important. Quand vous êtes capitaine d'un navire, il est très important d'avoir fait tous les postes du navire. Quand j'étais pas en tournage, on écrivait avec Sabrina. Il se trouve qu'on fait partie d'un collectif de scénaristes qui s'appelle Les Indélébiles. J'ai eu la chance de rencontrer Sabrina à ma sortie d'école. Et d'ailleurs, je me disais à la sortie de l'école, il faut que je trouve mon alter ego scénariste et mon alter ego producteur. J'ai trouvé mon alter ego scénariste 2 mois après la sortie, donc c'est quand même un beau score. Et depuis, en fait, entre les tournages, on a écrit ensemble, quoi, jusqu'à ce que je puisse vivre du scénario, notamment en travaillant sur Kabul Kitchen avec Sabrina. C'était rapide, mais ça m'a suffi à me donner confiance dans l'idée que je pouvais vivre du scénario sans faire assistant. Et après, bon, j'ai quand même livré quelques plats Deliveroo dans les moments difficiles, mais ensuite, le film est parti, et donc là, j'ai pu vivre vraiment de mon métier de réalisateur. Voilà. D'accord. Et Sabrina ? Alors moi, un peu à l'image de Léo, j'ai voulu être scénariste depuis toute petite. D'ailleurs, ce qui a provoqué... le temps était très long du coup, parce que quand tu as 10 ans que tu veux être scénariste et qu'on te dit passe ton bac d'abord, tu as quand même 8 années à l'école où tu attends en fait. Et j'ai attendu donc pendant 8 ans de passer mon bac. Et étrangement après, j'ai pas fait d'école en fait. J'ai tenté un BTS audiovisuel mais j'ai pas été prise. Et finalement, je suis partie à Vancouver au Canada, parce que j'avais un peu tristement déjà intégré le fait que le cinéma que je voulais faire n'existait pas en France. Même si je peux apprécier les films français que je vois au cinéma, en tout cas celui moi qui me fait rêver et que j'ai envie de faire n'existait déjà pas en France. Et du coup, je suis partie très vite, quoi. Donc je suis partie vivre à Vancouver au Canada. Et j'y suis restée 3 ans. J'ai fait plein de petits boulots de régie, électro, tout ça sur les plateaux. Et ensuite, j'ai voulu y rester, mais j'ai pas eu mon visa. Donc je suis rentrée. Je voulais toujours pas aller à Paris ou en France, donc je suis repartie. Je suis allée en Californie, à Hollywood, en pensant que tout le monde m'attendait. Mais finalement, à la seconde où je suis arrivée, j'étais pas bien, en fait. J'ai senti que c'était pas le moment, pas l'endroit et tout. Donc je suis revenue. Et je suis donc allée à Paris à 25 ans. Toujours à reculons et plein d'a priori et de préjugés. Mais finalement j'ai rencontré plein de gens super, dont Léo, et ça a commencé à se faire doucement. J'ai commencé à travailler sur Les Innocentes et Fais pas ci, fais pas ça en parallèle, puis 10%. Et j'ai appris comme ça en fait. J'ai appris en écrivant, j'ai appris en faisant des résidences d'écriture, j'ai appris grâce aux Indélébiles parce qu'on se fait des retours sur nos textes. C'était vraiment pour moi la pratique et le fait de vivre l'écriture qui m'a fait apprendre en fait. Et comment tu as fait pour décrocher, on va dire, ces premiers boulots de scénariste, par exemple sur Les Innocentes ? Alors sur Les Innocentes, c'était un projet qu'on appelle on spec, donc c'est pas une commande de producteur, j'écrivais avec Alice Vial, et c'est au Forum des auteurs du Festival des scénaristes de Valence, donc c'était à Bourges à l'époque, mais donc aujourd'hui à Valence. En fait, on était sélectionnés, et notre marraine productrice était Isabelle Grelat, et c'est elle qui a produit le film en fait. Elle a eu un coup de cœur et c'est elle qui a produit le film. D'accord. Pour la télé, c'était complètement différent. À l'époque, avant de faire partie des Indélébiles, j'ai fait un peu partie d'un autre collectif qui s'appelle le SAS. Et en fait, j'avais fait lire des textes. Et dans le SAS, il y avait Cook dans le 30 que vous avez reçu, je crois, il n'y a pas longtemps. Oui. Et un de mes textes lui avait plu et il m'a dit écoute, est-ce que tu veux venir sur Fais pas ci, fais pas ça. Et j'ai dit oui, et ça s'est fait comme ça en fait. Donc c'est souvent le réseau et les rencontres. Est-ce qu'il y a un livre, un ouvrage sur la dramaturgie ou l'écriture de scénario que vous pourriez recommander et qui vous semble primordial, par exemple ? Moi, je pense qu'il faut tous les lire. Ouais. Je pense qu'il faut tous les lire. C'est Picasso qui disait il faut maîtriser les règles comme un pro pour pouvoir ensuite les casser comme un artiste. Et je pense que c'est très juste. Moi, j'ai eu très longtemps en livre de chevet Troubi et Mackie. Ouais. Ça a duré quelques années, le temps où j'ai l'impression de m'imprégner et d'intégrer leur méthode. Et maintenant, ils sont là en déco pour dire que je les ai lus et qu'ils ont fait partie de ma vie, mais je les ai pas ouverts depuis des années. Et je pense que c'est hyper important de tout lire, de tout, parce que c'est surtout quand on n'a pas fait d'école et que potentiellement on n'a pas reçu en tout cas on va dire la technique. Quoique je me demande si on enseigne la technique du scénario à l'école.
Voilà. Mais non, je pense sincèrement qu'il faut vraiment tout lire pour pouvoir aussi faire des choix et s'approprier et se créer sa propre méthode. Je pense que ce serait dommage d'avoir un seul livre référence parce que je pense que ça pourrait bloquer en fait. Donc je pense que le plus on en lit, le plus on est obligé de faire des choix qui sont les nôtres sur notre méthode de travail, tout ça. Et puis il y en a puis ça évolue. En plus, il y a plein de livres qui apparaissent tout le temps et qui sont super bien. Moi, je voudrais parler d'un livre en particulier, mais c'est plus pour la réalisation. Ouais. Parce qu'on parle souvent, il faut lire les entretiens Truffaut-Hitchcock, il faut lire... je suis d'accord, hein, c'est très intéressant. Mais il y a un livre dont on parle jamais. Et je me disais, mais comment c'est possible que ce livre ne soit pas obligatoire quand on est étudiant en cinéma et quand on va tourner son premier film. Il se trouve que on me l'a conseillé, je sais plus qui me l'a conseillé d'ailleurs, il faudrait que je retrouve ce nom, juste avant qu'on commence le tournage de La Dernière Vie de Simon, et heureusement que j'ai lu ce livre. Ça s'appelle, en fait c'est les leçons de cinéma de Laurent Tirard. Laurent Tirard, avant d'être réalisateur, était donc journaliste à Studio Magazine, et il a interviewé tous les plus grands réalisateurs du monde en leur posant à tous les mêmes questions hors promotion. Comment est-ce qu'ils sont arrivés au cinéma? Comment est-ce qu'ils se comportent sur un plateau? Comment est-ce qu'ils dirigent leurs comédiens? Comment est-ce qu'ils abordent une histoire? Enfin, à tous les mêmes questions très très générales. Et ce qui est génial, c'est que donc vous avez les réponses de Woody Allen, suivi des réponses de Kusturica, des réponses de Inarritu, de Scorsese. Enfin, vraiment, ils sont tous là. Et quand vous lisez ça, ce qui est génial, c'est que du coup, vous sortez du bouquin et vous dites, ok, il n'y a pas de méthode en fait. Il y a autant de méthodes que de grands réalisateurs. Et il y a autant de méthodes que de films. C'est-à-dire que Kusturica va dire « Je ne comprends pas les réalisateurs qui ne préparent pas. Moi, je passe des semaines à préparer mes films, à être sûr du sens de chaque plan. Et les comédiens trouvent leur liberté dans mon cadre. Et c'est ça que j'adore dans le cinéma. » Et à côté, il y a Woody Allen qui dit « Moi, je ne comprends pas les réalisateurs qui préparent. Ce que j'adore, c'est arriver sur des décors sans même les avoir repérés avant, de voir comment les comédiens bougent et puis de là, trouver comment je les filme. Quoi. » Et en fait, quand vous lisez ce bouquin, je trouve que ça vous donne déjà une pléthore de méthodes à appliquer intéressantes, ça vous ouvre la réflexion et en plus de ça vous tranquillise quoi. Il n'y a pas de bonne méthode, il y a la vôtre à trouver quoi. Et ça je trouve que c'est un bouquin génial pour ça. Alors on parle souvent de la nécessité d'avoir un soutien quelconque comme voilà quand on commence dans ce métier comme voilà un mentor ou alors un scénariste aguerri, un producteur. Est-ce que vous il y a quelqu'un qui a fait office de mentor pour vous ouvrir on va dire les portes du cinéma ou qui vous a mis le pied à l'étrier par exemple? Un mentor qu'on connaît réellement ou un mentor spirituel? Un mentor spirituel, il y en a plein des mentors spirituels. Non, ouais, quelqu'un physiquement que vous connaissez. Non, alors moi, on peut considérer comme fils d'eux. Mon père est comédien et réalisateur, mais c'était très important pour moi de faire ma propre route et qu'il m'aide le moins possible. Et d'ailleurs, même s'il a voulu m'aider, même derrière mon dos, et en fait, ça sert pas à grand chose. Parce que dans ce milieu, certes, d'être le fils de quelqu'un de un peu reconnu dans le métier, ça peut vous ouvrir les portes d'un premier stage. Mais enfin, si vous êtes mauvais dans le stage, vous arrêtez de métier directement, quoi. Donc, on peut pas dire le principal intérêt d'avoir des parents qui sont dans le cinéma, c'est que quand vous leur annoncez une bonne nouvelle, ils savent de quoi vous parlez. C'est vraiment le vrai truc bien. Voilà. Le reste, c'est même plus compliqué parce que les gens vous attendent au tournant. Parce qu'ils ont des a priori, ils disent oh là là, un fils d'eux, hein, ouais, ok, il fait ça parce que papa et maman, nanana, qu'est-ce qu'il a approuvé quoi. Donc j'étais déjà ravi de me diriger vers un cinéma qui était très très loin de celui de mon père. Et puis je crois que je n'ai pas, j'ai très très rarement souffert de cette comparaison quoi. Donc non, un mentor ensuite concret. J'ai pas l'impression. Je pense que c'est un cumul c'est un réseau en fait. Moi personnellement, que je me suis créé par l'assistanat et ensuite on a un peu fait notre route tout seul, hein, très clairement. Voilà. Mais après, c'est des mentors effectivement plus spirituels, quoi. Moi, je me suis sentie assez accompagnée au début, de manière assez ponctuelle en fait. Avant même que j'arrive à Paris, j'ai rencontré Benjamin Dupas, qui fait partie du SAS. C'était au Festival des scénaristes, encore une fois. Et il m'a proposé d'intégrer le SAS quand j'arrivais à Paris, ce que j'ai fait. Et donc, je pense que je peux lui être très reconnaissante parce que je sens qu'il a... Je ne sais pas pourquoi il m'a proposé, mais j'ai senti qu'il avait vu quelque chose en moi et qu'il a eu envie de m'aider, qu'il a eu envie de me faire, en tout cas, rentrer dans son groupe à lui. Mais tu lui avais fait lire quelque chose pour que... Je crois que même pas, je suis même pas sûre. Vous C'est avez vraiment dit... un truc au feeling, je sais pas, je me souviens pas, mais je me souviens d'avoir été très reconnaissante du regard qu'il a posé sur moi, très bienveillant. Et suite à ça, toujours dans le SAS, Cook, donc qui m'a mis le pied à l'étrier pour Fais pas ci, fais pas ça, qui m'a fait confiance du coup.
Et après, je me souviens pendant une résidence d'écriture au groupe Ouest, il y avait d'ailleurs, c'était mon référent principal, qui était Marcel Beaulieu, un scénariste québécois, qui m'a beaucoup appris aussi. Et je pense que moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, le début de ma carrière est ponctué de rencontres comme ça, de gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont appris des choses. Ouais. Sur des moments un peu courts, mais très précieux. Ouais. Et après, c'est vrai qu'après, là, un petit peu moins. On a été un peu tout seul pendant longtemps. Moi, je voudrais juste quand même rendre à César ce qui appartient à César, c'est que si je peux dire qu'il y a quelqu'un qui m'a donné vraiment ma chance, c'est Grégoire Debailly, le producteur du film. Parce que clairement, c'est rare les producteurs qui se lancent sur des premiers films comme celui-là, où la mise en scène est quand même extrêmement importante et où j'avais quand même réalisé un court-métrage et demi avant. Donc, faut être soit sacrément un fou, soit sacrément, je sais pas, lié à son intuition. Il a dû voir quelque chose chez moi où il m'a tout de suite fait confiance, et ça c'est sûr que c'est une chance extraordinaire, ouais, c'est sûr. Alors on va rentrer maintenant dans le processus d'écriture. L'écriture d'un scénario, ça commence par une idée. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est une bonne idée de film pour vous ? Comment on décèle le potentiel d'une bonne idée ? Est-ce que vous avez une idée ? Alors, je pense encore une fois qu'il n'y a pas de règle et que ça dépend de chacun. Moi, une idée de film, c'est une idée qui me donne tout de suite envie de l'écrire et où je me dis je pourrais y passer 10 ans. En espérant ne pas y passer 10 10 ans, mais en me disant que ça peut durer 10 ans. Mais c'est un investissement sur le long terme. Voilà. Et donc ça peut, en fait, il peut y avoir plusieurs, ça peut démarrer de différentes manières. Ça peut être un high concept où on se dit putain c'est une super idée. Ouais. Mais si c'est une super idée, il va falloir trouver derrière la métaphore et l'émotionnel qui s'y rattachent. Donc ça, c'est un début de travail. Soit, moi ça m'est déjà arrivé, on vient me parler d'un projet et je sais pas pourquoi, je suis hyper émue. Et du coup, le concept, il y en a pas vraiment, mais je suis tellement émue, je me dis, il faut que j'y aille en fait. Et c'est vraiment les deux trucs. Ça peut être une bonne idée au départ, mais il y a forcément derrière la recherche, en tout cas, d'une émotion et de quelque chose de fort qui fait que... Parce que pour moi, l'émotion, c'est le moteur en fait. C'est le moteur et c'est ce qui fait qu'on a tenu quasiment 9 ans sur ce film-là. C'était impensable de ne pas le faire en fait. On était tellement connectés émotionnellement à ce film qu'on a réussi à se battre pendant toutes ces années, quoi. C'est une super question. Je m'étais jamais vraiment je me l'étais pas posé comme ça. On se pose souvent la question de comment une idée comment une idée cool devient une idée émouvante et donc une histoire. Et dans le cas de la dernière Simon, c'était assez clair. C'est quand on a trouvé la métaphore derrière le concept. Et d'ailleurs, on est souvent déçu des concepts au cinéma parce que les histoires sont pas à la hauteur du concept. Et je pense que pour qu'une histoire soit à la hauteur du concept, il faut trouver la métaphore du concept. Mais qu'est-ce qui fait qu'une idée d'un coup, on va se dire ça, c'est un film qu'on a envie d'écrire ? Je pense que c'est un cumul de plein de trucs. Je pense qu'effectivement, comme dit Sabrina, on trouve quelque chose qui nous touche émotionnellement. Mais en plus de ça, il y a une idée de cinéma. En tout cas, moi, c'est ça qui me fait... je me souviens, ça peut aller très vite, comme ça peut être plus lent. C'est-à-dire que je me souviens être allé voir Sabrina avec une idée de cinéma, puis d'avoir mis 1 an avant de la convaincre que c'était un film intéressant parce qu'il n'y avait pas l'émotion. Et puis on peut être dans le métro et déconner 2 minutes sur une idée, et d'un coup ça fait partie de nos prochains projets, quoi. On s'est dit mais oui, il y a quelque chose avec cette idée, complètement, il y a un univers qu'on ne connaît pas vraiment, tout de suite on voit le lien émotionnel, on voit le lien métaphorique, c'est un objet de cinéma, on sait très bien comment même le vendre, quoi. C'est un objet qui existe déjà. En fait, je pense qu'une idée qu'on a envie de développer en film, c'est une idée qu'on sent déjà indépendante de nous. J'ai essayé de clarifier notre pensée, j'ai essayé de clarifier ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est Yann Coden qui disait ça à la masterclass à Gérard Armé sur le cinéma de genre. Lui, il pense que toutes les histoires existent déjà et que les scénaristes et les conteurs sont en fait des traducteurs. C'est-à-dire qu'ils vont attraper cette histoire qui est dans le subconscient mondial et d'un coup le transformer en quelque chose de concret et de terrestre. Et on aime bien cette vision-là. C'est-à-dire que quand d'un coup vous sentez qu'une idée, en fait, elle est déjà indépendante de vous et qu'on va pouvoir travailler pour elle. D'accord, ouais. Et je trouve que c'est une bonne manière de voir notre métier. Ça permet de calmer tous les égos. C'est-à-dire que cette histoire n'appartient à personne. On va tous travailler pour qu'elle soit la plus belle possible et qu'elle appartienne à tous. En règle générale, qu'est-ce qui est le plus difficile à trouver quand vous écrivez un scénario ? Est-ce que c'est le sujet, c'est l'intrigue, c'est les personnages ? Alors je dirais que en fait ça dépend... Ça dépend, je dirais qu'en fait ça vient avec le temps et l'expérience, arrive une sorte de méthode.
qui n'est pas forcément quelque chose de tout fait, qui fait qu'on tout de suite on écrit beaucoup plus vite, mais c'est une méthode qui fait qu'on se pose beaucoup plus vite les bonnes questions. Et je pense que moi, les premiers scénarios que j'ai écrits, c'était vraiment je tournais autour, je cherchais, je me perdais, mais de manière complètement, aléatoire. C'est-à-dire que je ne savais pas forcément où j'allais, j'explorais beaucoup de choses sans savoir, sans méthode justement. Et c'est avec ces scénarios que j'ai appris à simplifier ma pensée, ou en tout cas, de par le résultat de ces errances, en tout cas, j'ai compris avec le temps qu'il y avait des questions à se poser en fait. Et ça, plus avec tous les livres dont on parlait, qui aussi nous aident à nous poser les bonnes questions. Et je sais qu'aujourd'hui, quand on écrit avec Léo, on se pose beaucoup plus vite les questions essentielles et on va tout de suite chercher ce qui nous touche en fait. Et j'ai l'impression que dans notre méthode de travail, en fait, on se demande qu'est-ce qu'il y a de nous dans ce film, en fait. Et moi, j'adore l'idée que la vie est un miroir. C'est-à-dire que la vie nous renvoie des choses qu'on est et que nous, on crée des choses qui nous ressemblent. Et maintenant que moi, j'ai conscientisé ça, je me dis, ok, dans les films que j'écris, il y a forcément de moi. Du coup, je vais m'interroger, essayer d'aller ressentir ce qu'il y a en moi, qu'il y a de manière métaphorique du coup dans le film, parce que quand on fait un film dans l'espace, où voilà, on n'est pas dans l'espace, moi je me transforme pas, Léo non plus, mais ça veut dire quelque chose de nous. Le fait de créer ce qu'on appelle nous la structure émotionnelle, ça crée les personnages, et du coup ça crée l'intrigue aussi. C'est-à-dire que des fois on a des idées d'intrigue, mais elles peuvent vite partir à la poubelle si elles ne viennent pas servir le parcours émotionnel du personnage. Donc vous commencez par les personnages. On commence par les personnages. Une idée de personnage, une idée de parcours de personnage. C'est ça, mais parcours émotionnel. Ouais. Et du parcours émotionnel, s'ensuit souvent du coup une intrigue qui vient répondre à cette question. C'est-à-dire que parce que ça peut être très, si on se dit bah là il comprend qu'il faut être soi-même pour pouvoir être aimé, machin tout ça, et qu'on le traduit littéralement, ça peut être très ennuyeux ou très. Donc après tout ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher mais comment on va faire ressentir ça au spectateur sans le dire. Et là, c'est tout un travail d'intrigue, en effet, où on cherche des événements, des choses qui vont arriver au personnage et qui vont lui faire vivre cette expérience. Mais du coup, c'est le fait de savoir ce qu'on veut raconter et comment va évoluer notre personnage, ça fait qu'on n'a plus une infinie de possibilités, mais on est sur un rail qui contient qui va vous amener naturellement à l'intrigue qui contient son propre infini de possibilités, mais qui est beaucoup plus. On sait qu'on va pas s'égarer, en tout cas parce qu'on sait ce qu'on veut raconter, quoi. Et est-ce que vous passez par toutes les grandes étapes de l'écriture quand vous mettez au travail? Est-ce que vous passez par le pitch, le synopsis, le traitement, la continuité dialoguée? Oui. Oui. Dans cet ordre? Oui, dans cet ordre. J'ai eu une phase où j'allais très très vite dans la continuité dialoguée. Et en fait, je pense que c'est un piège à plein de niveaux. C'est-à-dire que même s'il y a quelque chose de très instinctif et de très, parfois de très beau dans le fait de se laisser aller dans l'écriture, je trouve que c'est beaucoup plus dur de réécrire un scénario de 120 pages sur lequel on n'a pas posé les bases. Parce que c'est 120 pages, enfin 100 ou 100 pages. C'est énorme en fait. Et il y a aussi ce truc je trouve que plus on écrit vite les dialogues, moins ils appartiennent à leur personnage. C'est-à-dire que plus ça va être ma voix à moi chez tous les personnages et pas chaque personnage à sa voix puisqu'ils n'ont pas été travaillés. Donc c'est vraiment important de repasser par des étapes très courtes. Je sais qu'on travaille beaucoup sur le 2 pages et quand on animait les ateliers de la scénaristerie, on travaillait sur un 2 pages pendant presque 1 an. Parce que ça oblige à aller dans le fond de ce qu'on veut raconter. C'est-à-dire qu'en fait, plus le document est long, plus on rentre dans les détails. Alors que plus il est court, on ne peut pas raconter un film d'une heure et demie en 2 pages. Donc on est obligé de prendre du recul, en fait, et de savoir ce qu'on veut raconter de manière beaucoup plus large. Et je trouve que c'est à ça, pour moi, que servent ces documents. C'est-à-dire qu'on part dans plus le document est court, plus on est au cœur de l'histoire, et plus on rallonge les pages, et plus on va vers la surface en fait. Mais si on commence par la surface, y a des chances que ça sonne creux, quoi. C'est ce qui est le plus difficile à écrire pour vous, justement, le 2 pages ou on va dire le synopsis, ça serait ça? En fait, ça peut être extrêmement frustrant. C'est ça qui est difficile. C'est la frustration que ça... Parce que... oui, on a envie de s'exprimer par des dialogues ou par des scènes. On a tous décidé de faire du cinéma parce qu'on aime s'exprimer en images. Et pourtant, il faut commencer par faire pourtant, le plus long travail d'écriture, c'est de s'exprimer sans images, pour nous. C'est-à-dire que, en fait,
de revenir à l'essence même de ce qu'est raconter une histoire, peu importe le médium, quoi. Et donc le 2 pages, c'est comme si vous racontiez l'histoire au coin du feu, et que donc, vous êtes obligé de raconter les émotions de personnages, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils vivent, des choses qu'on va jamais expliquer dans le film, qu'on va montrer. Mais pour pouvoir montrer quelque chose, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut montrer. Voilà. Oui, parce que ça, c'est une règle fondamentale du scénario. Tout imager et jamais expliquer les ressentiments des personnages. En plus, là, c'est un peu... Mais donc, finalement, c'est un exercice qu'il faut faire au préalable pour mieux écrire son scénario. Alors. On prend souvent l'exemple d'une maison, quoi. C'est-à-dire, si un scénario, c'est une maison, ça sert à rien de faire la déco si vous n'avez pas de fondation, quoi. Ou sinon, au premier coup de vent, tout s'écroule et toute l'énergie que vous avez mis à faire de la déco part en fumée. Et ça peut être extrêmement fatigant de trouver des super idées de déco et qu'elles s'écroulent tout le temps. C'est sûr. Alors que de travailler sur les fondations d'abord, c'est certes plus douloureux parce que les fondations, ça va profond, ça va parler de choses qui sont vraiment intimes, parce que quel que soit le projet, on se raconte de toute façon. Donc c'est un travail qui est plus douloureux, plus difficile, plus loin du résultat final que tout le reste. Et pourtant, il est primordial, quoi. Il est primordial. Moi, j'aime beaucoup aussi la métaphore de la maison, parce que quand on parle de construire les fondations et de tout ce qui va être, tout ce qui ne va pas être vu à l'image, mais potentiellement ressenti, les premières étapes peuvent paraître un peu générales, un peu clichés même dans ce qu'on veut raconter. Et c'est ok, en fait. C'est-à-dire que je trouve que les émotions, on va dire, universelles de l'être humain se ressemblent toutes. Et c'est normal de se dire, toi, nous, la dernière vie de Simon, ça raconte un petit garçon qui veut être aimé et qui est prêt à tout et à prendre n'importe quelle apparence pour être aimé. On pourrait se dire, ça va, vous n'avez pas inventé pas inventé l'eau chaude, quoi. Non. Mais après, c'est dans toutes les étapes d'après, c'est comment on vient alimenter cette envie et ce désir d'émotion avec des idées de plus en plus originales et de plus en plus d'apparence. Donc ça va être jusqu'au scénario et après à la mise en scène et après à la post-production, tout ça. Et en fait, c'est l'idée de base et le cœur de l'histoire, pour moi, ne peut pas être original, en tout cas dans l'émotion. Si on veut être universel. Et c'est ça pour moi la quête d'aller chercher. Tout a déjà été raconté. Écrit, mais pas par vous. C'est ça la grande la singularité. Phrase, c'est ça. Et je trouve que du coup, l'originalité d'un scénario n'est pas forcément dans ce qu'il raconte dans le fond, mais dans la façon dont on le raconte, en fait. Et là, il y a 1000 possibilités. Et je pense que, par exemple, on aurait donné le concept de La dernière vie de Simon à 15 scénaristes, réalisateurs différents. On aurait eu 15 projets, mais aux antipodes les uns des autres. Et c'est ça qui est beau. Alors, j'ai entendu dire que vous aviez fait lire pas mal de versions du scénario à votre collectif de scénaristes Les Indélébiles. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça se passe quand vous faites lire votre scénario à 10 personnes qui vous donnent 10 retours, sûrement différents? Est-ce que c'est efficace, d'ailleurs, de faire lire son scénario à 10 personnes? C'est primordial. Et d'ailleurs, les retours multiples de scénarios, en fait, les retours multiples c'est primordial. Parce qu'en fait, quand vous faites lire qu'à une seule personne, vous pouvez toujours mettre en doute ce retour. Il a mal lu, ou elle a pas compris, ou elle n'était pas dans le bon mood, c'était pas son truc. Voilà. Alors que si vous avez 10 personnes qui vous font des retours très très diverses, mais en fait, dans le fond, avec un ressenti commun, vous n'avez pas le choix que de l'entendre, et donc vous n'avez pas le choix que de vous remettre au travail. Donc je trouve que d'avoir une multitude de retours est très très intéressant, mais que ce soit d'ailleurs au niveau du scénario qu'au niveau du montage. Je me souviens qu'on a présenté une première version de montage du film devant 30 personnes au Grand Action. Nos coproducteurs sont arrivés genre en mode mais c'est quoi votre délire, mais c'est une avant-première ou une production de montage? Ils étaient choqués parce qu'ils avaient l'habitude d'inviter une ou deux personnes dans la salle de montage. Mais sur la quoi je dis mais on n'a pas peur de ces retours-là, on est très content de cette version de montage. Et on le montre à 30 personnes dont la vie compte pour nous. Ce sont des gens qui sont des professionnels. Alors, il y avait des professionnels de cinéma, mais il y avait aussi des spectateurs lambda. Mais quelle frustration de montrer un film fini à tous ces gens qui vont avoir des retours, sauf que vous ne pouvez plus rien bouger. C'est quoi, en fait, la finalité d'une œuvre? C'est qu'elle soit la meilleure possible. Et c'est pas vous qu'on juge, c'est une œuvre. Donc, à partir de ce moment-là, que ce soit au niveau du scénario, que ce soit au niveau du montage, que ce soit à n'importe quel stade de fabrication d'un film, un film a vocation à être vu et être apprécié. Donc, toujours dans cette même idée que le projet est indépendant de vous et que tout le monde travaille pour une idée, pour une histoire, tout ce qui peut permettre de l'améliorer, autant le prendre, quoi. Et donc, oui, bien sûr, il faut faire lire son scénario à un maximum. Oui, parce que je dis ça parce qu'on a tendance à penser qu'on
ça va nous casser dans notre envie de continuer ou de revoir, de remise en question. Voilà. Mais effectivement, En fait, tout le truc, c'est de savoir prendre les retours. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est de ne pas se concentrer sur le diagnostic, mais se concentrer sur le ressenti. Quand quelqu'un vous fait un retour de scénario, il va vous dire moi franchement je mettrais la scène 3 après la scène 12, ce serait vachement mieux. Et généralement c'est une connerie. Enfin vous pensez que c'est une connerie parce que c'est une idée à travers son prisme. Mais par contre ce qui est intéressant de savoir c'est pourquoi tu es déplacé à la scène 3 après la scène 12. c'est qu'il y a quelque chose Où est-ce que tu t'es ennuyé, Ouais. où est-ce que tu n'as pas compris, où est-ce que tu trouves que c'est améliorable. Ça c'est des ressentis et vous pouvez pas le contester. Parce que si une personne a ses ressentis, d'autres l'ont. Donc concentrez-vous sur les ressentis, on s'ennuie là ou c'est pas compréhensible ici, et trouvez votre diagnostic à vous. Et je veux juste rebondir sur le fait d'avoir un retour unique, parce que comme dans un sens, on peut se dire, on peut remettre en question ce retour, mais on peut aussi tomber dans le piège de lui donner trop d'importance, en fait. Et d'un seul coup, la parole du consultant devient une parole d'or, et on veut faire absolument ce qu'il nous dit, parce qu'on se dit qu'il a peut-être raison. Et du coup, d'avoir plein de retours, à l'image de lire plein de livres, à l'image d'avoir toujours plein d'exemples ou plein d'exemples, c'est qu'on est obligé de faire des choix qui sont les nôtres en fait. Et ça c'est essentiel parce que sinon on peut se laisser complètement bouffer par les retours des autres et je pense que recevoir des retours et être capable de réécrire, c'est quelque chose qui s'apprend autant que l'écriture de scénario, mais je pense qu'on n'écrit jamais vraiment seul en fait. Enfin moi je me dis pas souvent déjà quand je fais lire c'est que j'ai besoin. Et je trouve que c'est essentiel. Je pense qu'on n'écrit pas seul en fait. On n'écrit jamais seul. On a besoin des regards extérieurs parce que de toute façon le film va y être confronté un jour. Et le plus on s'y confronte tôt, le plus ça sera, le plus on saura faire après quoi. Parce que si, comme dit Léo, imagine on fait lire à personne, on montre le montage à personne, et d'un seul coup on monte le film et tout le monde nous dit oui, on se dit merde, on a peut-être dû le faire lire avant en fait. C'est dommage quand même. Ça coûte cher. Ouais. Alors oui, vous avez coécrit ensemble le film La dernière vie de Simon. Comment ça s'est passé justement la coécriture ? Est-ce que vous avez vraiment tout écrit ensemble ? La moindre ligne, vous voyez tous les jours pour écrire ? Ou alors est-ce que c'était des passes successives ? Est-ce que quelqu'un s'occupait d'écrire les dialogues, l'autre plus les scènes, les actions ? Comment ça s'est passé ? Ou quelqu'un a écrit la première partie ? Comment s'est déroulé votre travail de coécriture ? Déjà, que ce soit pour celui-là ou pour tous les autres, il y a une phase très très longue de discussion. C'est-à-dire qu'on parle, on cherche, on s'excite sur le projet, on trouve des idées, tout ça, on prend des notes. Et souvent, on se retrouve avec des pages entières de notes, jusqu'au moment où on se dit, là, il serait temps de mettre quelque chose en place, de créer même pas forcément un synopsis, mais on peut se dire, on part sur un synopsis, mais en tout cas, déjà de mettre un peu d'ordre dans tout ça en fait pour voir ce qui existe, voir si c'est un peu structuré, s'il y a une forme quelconque qui en ressort déjà. Et déjà ça peut durer des mois voire des années, tout simplement cette phase de réflexion. De réflexion, non, généralement ça dure quelques mois, ouais. Mais tout à fait synopsis et après encore de mettre en place en fait tout ça. Et ça c'est une phase qu'on a fait pendant une première année d'ailleurs avec Marie-Sophie Chambon, qui a écrit et réalisé les 100 kilos d'étoiles, j'allais dire les étoiles restantes, 100 kilos d'étoiles. Et après, on a continué seul. Et quand il s'agit après de prendre le clavier et tout ça, en tout cas pour celui-là, c'était vraiment à qui avait le temps, qui était super motivé, qui avait l'énergie. Et donc ça pouvait être soit Léo, soit moi. Et après, l'un d'entre nous écrivait. Et puis une fois qu'il avait terminé, ou pas forcément un document terminé, mais en tout cas, il y a un truc qui était en place, on envoyait à l'autre, et après on rebondit, et après c'est que du rebond. Une fois que les premiers documents existent, en fait, c'est que on rebondit sur le ressenti, tout ça et tout, et on réécrit, et à chaque fois qu'on a l'impression d'avoir atteint un certain stade, c'est-à-dire que genre un synopsis de 10 pages, j'ai l'impression qu'il est bien, là on passe à un traitement de 30 pages, et ça nous oblige à aller dans une autre étape de détailler encore plus, et là il y a de nouveaux problèmes qui apparaissent, et et après on finit ça, et après on va dialoguer, et puis c'est vraiment des étapes et des étapes et des étapes quoi. Et comment vous structurez d'ailleurs votre scénario ? Est-ce que vous, par exemple, vous tapissez votre bureau de plein de post-it, faites un writing board comment ça se passe ? Alors on a eu cette étape, moi j'ai acheté un énorme tableau chez moi que je n'utilise plus aujourd'hui, donc il y a plein de trucs dessus, sauf du travail. Ouais. Il a été utile, il a fait son temps, puis c'était une phase où j'en ai eu besoin et ça n'est plus le cas.
Mais non, en fait, j'ai la sensation que le fait de passer par des étapes de synopsis court, de pitch de 2 pages, 3 pages, tout ça et tout, en fait, la structure, elle vient se former toute seule. Je mets des guillemets à toute seule, mais elle vient se former, on va dire, graduellement. C'est-à-dire qu'on a la grande étape du personnage et de son évolution, qui est généralement 1 ou 2 phases. Après, on va y rajouter d'autres étapes, mais qui sont à un autre niveau. Et en fait, à chaque nouveau document, on rajoute des niveaux où on devient de plus en plus conscient, et le personnage est de plus en plus conscient de ce qui lui arrive, parce que celle du dessous, on est dans l'inconscient. Et en fait, du coup, la structure vient se créer, j'ai envie de dire, presque toute seule, mais de par nos réflexions, bien sûr. Et après, c'est beaucoup d'intuition et de ressenti. Encore une fois, on en revient toujours au ressenti. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression que ça va bien, et puis on rentre. Puis à un moment, je me dis, mais en fait, il y a un truc qui n'est pas juste là, dans l'émotion. Et la preuve en est, on n'arrive pas forcément à écrire ce passage-là. On n'arrive pas à l'écrire, ou alors quand on le relit, on s'ennuie un peu, ou on est très, très à l'écoute de ce qu'on ressent en lisant et en écrivant aussi. C'est William Goldman qui dit le scénario, c'est surtout une structure. Mais c'est quoi une bonne structure de scénario pour vous, Léo? C'est celle qu'on sent pas quand on voit le film, je pense. Ouais. C'est celle comme où, les en effets fait, spéciaux. Ouais. C'est celle qui est extrêmement travaillée pour qu'on puisse extrêmement l'oublier. C'est normalement une bonne structure, on la sent pas parce que les personnages sont suffisamment évidents pour avoir l'impression que c'est eux qui dirigent le film et qu'on sent plus les rails. Voilà, c'est ça pour moi une bonne structure. Et comment vous développez vos personnages? Est-ce que vous leur créez par exemple des biographies, des backstories, ou alors est-ce que c'est plus instinctif que ça? Je pense qu'il y a une part d'instinct qui, comme on disait tout à l'heure, vient de qui on est nous. Et du coup, qu'est-ce qu'on met dans le personnage sans forcément aller chercher forcément son histoire. Mais moi, je sais que j'adore aller chercher l'histoire du personnage. Je peux même des fois me faire son arbre généalogique, hein, c'est pour vous dire. Donc, mais c'est quelque chose dont moi, je sais que j'ai besoin pour pouvoir savoir d'où il vient, pour pouvoir créer des racines en fait à ce personnage, pour pouvoir comprendre intellectuellement ses réactions, ses émotions. Et souvent, toutes ces informations disparaissent au fur et à mesure de l'écriture. C'est-à-dire que, par exemple, c'est jamais des informations dont on parle aux producteurs ou même aux acteurs, parce qu'après, l'idée, c'est qu'eux-mêmes s'approprient, se fantasment en tout cas leur propre histoire par rapport à ces personnages. Mais je sais que moi, j'en ai besoin, ne serait-ce que pour qu'ils viennent de quelque part, tout simplement. Et après, et je sais que j'ai un peu ce truc dans l'écriture, souvent, dans les premières versions, et vraiment les toutes premières versions, les parents des personnages existent dans le scénario. Sauf quand c'est un orphelin, bien sûr. Mais donc souvent, les parents du personnage existent parce que j'ai besoin de leur présence pour justifier les réactions du personnage. Et au fil des versions, ils disparaissent, en fait. Et parce que je pense que c'est... En fait, à notre image, à l'image d'un être humain, et c'est comme ça que j'aime beaucoup penser le scénario, les personnages, tout ça, je pense que c'est un personnage fictif, il est organique, il se construit de ce qu'il a vécu et de qui l'a élevé, tout ça. Ça fait partie de lui. Et du coup, moi, j'ai des phases où j'ai besoin d'avoir que tout ça existe, ne serait-ce que pour pouvoir comprendre ces parties de lui. Et après, il grandit tout seul et les parents n'ont plus besoin d'être là. Et ce qu'il a vécu n'a plus besoin d'être là, en tout cas plus besoin d'être dit, mais parce que c'est intégré. Et parce que ça fait partie intégrante de ce qu'il est. Et ça fait partie pour moi de l'écriture. C'est Marcel Beaulieu au Groupe Ouest qui disait « simplifier pour intensifier ». Et je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, il y a, en tout cas moi, dans ma façon d'écrire, il y a énormément d'informations. Il y en a toujours trop, c'est toujours trop didactique, c'est toujours trop... mais c'est une phase qui est nécessaire. C'est trop dans la tête, c'est ça. Et doucement, plus j'intègre toutes ces informations, le moins il y a besoin de les dire, et le plus je vais trouver des façons de les faire ressentir. Et c'est ça qui crée à la fin des personnages ou même des scénarios qui sont hyper remplis, hyper chargés, tout en ayant l'impression d'être hyper simples. Mais c'est parce que, à l'image de quelqu'un qui peut paraître très simple, là on se rencontre, voilà, on est chargé de tout ce qu'on a vécu en fait. Et pour moi, le scénario et les personnages, c'est la même chose, c'est tout ce qu'on a mis, tous les choix qu'on a faits, les choix qu'on n'a pas faits, tout ce qu'on a créé en fait en amont. Mine de rien, même si c'est plus là, même si c'est plus visible, c'est encore là d'une certaine manière en fait. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre journée type de scénariste quand vous vous mettez au travail pour une continuité dialoguée par exemple? Est-ce que vous vous fixez un nombre de pages à écrire par jour? Est-ce que vous fixez un objectif particulier? Est-ce qu'il y a une espèce de routine qui s'installe ou pas du tout? Ça dépend vraiment des moments. Je pense qu'il faut suivre son envie.
C'est extrêmement important parce que je pense que si on n'a pas envie d'écrire, on écrit mal. Après, il faut se connaître, quoi. Moi, je sais que quand j'ai des deadlines, ou, que ce soit pour l'écriture ou pour le travail concret de réalisation, préparer un découpage, etc., je sais que j'utilise la technique de Pomodoro. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc, Non. mais en gros, il y a même une application pour ça. C'est en gros une appli qui coupe toutes vos notifications de téléphone pendant 25 minutes. Vous travaillez pendant 25 minutes, ça sonne, ça se rallume. Vous avez 5 minutes pour répondre à vos messages et faire autre chose. Et après, ça repart pour 25 minutes. 4 fois, et au bout de 4 fois, vous avez une pause de 20 minutes. Et en fait, je crois que c'est une conclusion de je sais plus quelle étude qui dit qu'effectivement, on a 25 minutes de pure concentration très très forte et qu'après, il faut qu'on se détache de ce qu'on est en train de faire pour se rafraîchir le cerveau. Et 5 minutes suffisent. Et après, pour s'y remettre. Donc, c'est juste en fait de D'accord. calibrer ça pour pas être tout le temps interrompu par une notification de mail qu'il faut absolument répondre tout de suite. Pourquoi en fait? Enfin, voilà. Ça, je sais que je m'en sers quand il y a des deadlines et qu'il faut que je sois dans une démarche de pur travail efficace, quoi. Mais après, quand on est dans un projet où il n'y a pas de deadline, où je pense qu'il faut suivre ses envies et ses humeurs, quoi. Il y a des jours où on peut bosser des heures, et puis des jours on fait 1 heure de brainstorming et déjà on est super content, quoi. Et combien de temps, en combien de temps vous pouvez écrire une V1 d'un scénario? Ça demande combien de temps, à peu près? Alors tout dépend de quel point de vue on se place. C'est-à-dire que moi, une V1 vient de manière technique, genre me poser devant l'ordi, écrire des dialogues et écrire 100 pages, je peux faire ça en 1 semaine. Ça sera sûrement une V1 de merde, mais ça sera une V1. Ça serait bien, c'est toujours. Après, écrire une bonne V1, ça dépend. En fait, tout dépend de quoi on part. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un traitement béton ou est-ce qu'on part un peu dans tous les sens, ou est-ce qu'on se dit bah allez, tentons la V1, on verra bien ce qui sort. Enfin, du coup, c'est pas du tout le même rapport. Et moi, je sais que du coup, je ne travaille maintenant. Enfin, je ne pars plus dans une V1 s'il n'y a pas les étapes d'avant sont pas béton, en fait. Ouais. Et ce que je trouve intéressant dans le fait de travailler en étapes, c'est que chaque étape apporte son nouveau lot de défis, de problématiques, tout ça et tout. Et même un traitement béton, la V1, elle va forcément révéler des choses qui marchent pas, quoi. Mais par exemple, sur la dernière vie de Simon, de l'idée initiale à la V1, vous avez mis combien de temps à peu près pour l'écrire? Ça s'est fait sur combien de temps? C'est un peu particulier la dernière vie de Simon parce qu'on a vraiment appris à écrire avec ce projet-là, donc on est allé beaucoup trop vite sur une V1 et ensuite on est revenu aux étapes précédentes quand on voyait qu'on allait nulle part avec cette V1, que vraiment c'était n'importe quoi. Du coup, on est revenu à des versions littéraires, de synopsis et de traitement, quoi. Donc c'est pas vraiment le bon exemple pour parler de ça. Mais tous les nouveaux, en fait, il n'y a pas de règle, ça dépend tellement. Il y a des films qui sont très faciles. C'est l'inspiration du moment. Oui, ou qui sont beaucoup plus évidents, ou alors qu'on a beaucoup plus maturé pendant peut-être des mois, même avant même de commencer concrètement le brainstorming. On a des films comme ça, on sait qu'ils sont quelque part et qu'on va les ressortir à un moment du panier, mais ils sont quelque part dans cet imaginaire là, et en fait ils continuent de maturer. Il y en a d'autres où c'est une évidence, ça va très vite, d'autres où en fait il y a des problèmes de structure dès le synopsis de page et qu'en fait on passe un temps fou là-dessus. Il n'y a pas vraiment de règles. Comment on réussit à convaincre une production pour financer son film, surtout quand c'est son premier film de genre fantastique en plus, dans un pays où c'est pas le genre prédominant? C'est une bonne question et j'aimerais bien que quelqu'un y réponde pour nous le dire, parce que alors clairement nous on n'a pas du tout de secret là-dessus, hein. Par contre, vous avez réussi. Oui, mais alors ce qu'on a pu réaliser, c'est qu'on n'a pas réussi du tout avec les producteurs qu'on pensait, c'est-à-dire que on se dit souvent, j'ai donné quelques cours de cinéma et aux élèves qui me disaient je rêve de bosser avec telle personne. En fait, le mieux, c'est ce que je leur disais, c'était il faut pas rêver de rentrer dans la famille du cinéma. Il faut créer sa famille, quoi. Il faut créer la sienne de famille. Et en fait, on a finalement fini par l'appliquer nous. Et le producteur qui a produit le film, on serait jamais allé le voir parce qu'en fait, il n'avait jamais produit de film comme ça. Mais in fine, c'est beaucoup plus logique. C'est-à-dire que les producteurs qui sont spécialisés dans un certain type de film, ils vous attendent pas. Alors qu'un producteur qui n'en a jamais fait, qui a envie de se lancer et qui d'un coup a une opportunité, en fait c'est beaucoup plus intéressant. Et même c'était beaucoup plus intéressant parce qu'on a appris ensemble, quoi. Et en fait il se trouve que l'ironie du sort, c'est que la première boîte à qui on a envoyé un synopsis, c'était Epithète Film. Qu'est-ce qu'ils avaient produit? Jeunet, ils ont produit Le Comte. C'est une très très grosse boîte de production dont on adore tout le line-up. Et ils nous ont dit non. Donc c'était un des premiers synopsis, donc c'était il y a, 7 ans, 8 ans.
Et l'ironie, c'est que finalement, c'est Grégoire Debailly qui produit le film et dont Epithète une part de la boîte de Grégoire appartient à Epithète, c'est dans les mêmes bureaux et finalement Epithète a même coproduit le film. D'accord. Donc mais on ne serait pas venu voir Grégoire au départ, quoi. On le connaissait pas en fait, clairement. Moi, ce qui m'est venu, c'est qu'en fait, on n'a convaincu personne. Enfin, dans le sens où j'ai la sensation que derrière le mot convaincre, il y a un peu se battre pour essayer de... En fait, tous les producteurs qui nous ont dit non, quand on a essayé de les convaincre justement ou de pousser un peu encore plus la porte, ça n'a jamais marché. Mais parce qu'à la base, oui, parce qu'ils n'ont pas envie. À la base, si à la base on te dit non, enfin c'est que si tu forces, il y a forcément une partie de cette personne-là, à moins qu'il y ait vraiment un revirement de situation, mais qui n'a pas envie de faire ce film. Et Grégoire, on l'a pas convaincu, c'est lui qui est venu nous voir parce que Epithète, à un moment, on lui a refilé le scénario en disant nous on est trop vieux pour ça, lis-le et tout. Et il a eu un coup de cœur pour le scénario et c'est lui qui nous a appelés en fait. Et j'ai l'impression que tous les partenaires n'ont pas eu besoin d'être convaincus, dans le sens, il n'y a pas eu besoin de forcer la porte en tout cas. Et je vais juste rajouter, effectivement, pour revenir sur la question même, comment convaincre un producteur, en fait je pense qu'il ne faut jamais se poser cette question-là parce que déjà ça nous met dans une position de faiblesse. C'est-à-dire comme si on faisait des entretiens d'embauche avec des producteurs. Et en fait non. Une rencontre avec un producteur, c'est une rencontre. C'est presque un speed dating, mais c'est autant pour lui que pour nous. Les auteurs n'ont pas à convaincre les producteurs. Ils ont à rencontrer le bon producteur pour faire une histoire ensemble. Mais il faut arrêter ce rapport de force-là. En fait, il n'existe pas. Et même, je vais vous dire mieux, d'après plusieurs lecteurs qu'on connaît au CNC qui sont des super scénaristes, et d'après beaucoup de producteurs, il y a peu de très bons auteurs en France. Donc, si on est sûr de nous, si on est sûr de notre scénario, si on l'a suffisamment travaillé, qu'on l'a fait relire et relire, et qu'on sait que notre projet il est béton, et que nous on est très content de notre travail, et que voilà, en fait déjà on est en position de force, parce qu'il y a peu de bonnes histoires. Ça se fera tout seul, quoi. Ça se fera peut-être pas tout seul, mais en tous les cas, il faut multiplier les possibilités de rencontres. Et ensuite, on a tous envie, parce que c'est un engagement de malade en vrai. Hein. Producteur sur un film, c'est un engagement de malade. Il faut sortir beaucoup d'argent au départ en risque. Et puis y croire autant que les auteurs, alors que le producteur n'a peut-être pas initié le projet. Donc il faut croire autant à une histoire que ceux qui l'ont créée. C'est un gros engagement en fait. Et donc personne ne peut convaincre. C'est est-ce que tu as le coup de cœur ou pas, quoi. Oui, parce qu'on dit souvent qu'il y a cet exercice du pitch. Quand on va voir un producteur pour lui pitcher son histoire, il y a tout cet art du pitch, de savoir bien synthétiser, résumer son histoire et de convaincre et de tout de suite, en tout cas, mettre un premier pied. En vrai, je pense pas qu'il y ait énormément de scénarios qui se signent sur un pitch. Par contre, il y a des relations qui se tissent sur un pitch. C'est-à-dire qu'un auteur va pitcher un projet, un producteur va dire tiens, ça m'intrigue, je vais rencontrer l'auteur. Je pense que ça aboutit très rarement sur la signature du projet. Par contre, ça aboutit souvent à une relation qui se crée et peut-être trouver un autre projet ensemble. C'est avant tout des relations humaines. Ou alors une option, en fait. De mettre une option sur un scénario et de le développer. Oui, ou sur un autre. C'est-à-dire, en fait, c'est plus tellement le projet aussi. Parce qu'il y a le projet, évidemment. Mais Grégoire, quand il nous a rencontré, quand il a flashé sur le scénario, si dans le repas où on se rencontrait, il ne nous sentait pas, il ne l'aurait pas fait. Et d'ailleurs, le truc qui est un peu étonnant, c'est que là, il est prêt à partir sur d'autres scénarios avec nous, sans forcément avoir autant un coup de cœur que le premier, mais par juste l'envie de continuer de collaborer ensemble. Donc c'est aussi des rencontres humaines, en fait. Et donc je pense que toutes ces sessions de pitch, etc., ça sert avant tout à multiplier les rencontres humaines. Alors tant mieux si ça se concrétise sur une collaboration sur le projet pitché, mais souvent c'est plutôt sur des collaborations sur d'autres projets qui se feront plus tard, quoi. On dit souvent que les scénaristes, c'est des gens angoissés. Est-ce que c'est vrai ça, cette légende ? Est-ce que vous êtes angoissé ? Et si oui, à quelle étape de votre écriture vous êtes angoissé ? Comment vous y faites face si vous êtes angoissé ? Moi je pense qu'il ne faut pas faire sa thérapie à travers l'art qu'on fait. Je pense qu'il vaut mieux aller voir quelqu'un. Donc moi j'ai du mal à comprendre les gens qui font ce métier et qui presque rentabilisent leur dépression, quoi. Moi si ce métier-là m'angoissait, je pense que j'aurais arrêté. C'est-à-dire que je pense qu'il faut se poser la question de qu'est-ce qui nous angoisse dans la vie et le régler, et pour profiter de ce qu'on pour être heureux, quoi. Enfin, après alors là on part dans des questions qui sont presque plus larges que l'art, hein, mais pour moi, scénariste ou réalisateur, c'est des métiers. Et être mal dans sa vie, je ne vois pas comment ça peut être
riche. Je pense qu'il faut régler ça, être heureux et épanoui, et on est tout aussi créatif en étant heureux et épanoui, vraiment. Donc je ne pense pas être quelqu'un d'angoissé du tout. Et Sabrina, oui, par contre. Non, Alors, pas du tout. Non, mais alors c'est intéressant parce que pour moi, il y a un double niveau de lecture à cette question. Il y a de manière générale, est-ce qu'il faut être angoissé pour créer et ce à quoi je réponds non. Même si je pense que ce qu'on a vécu peut nourrir, en effet. Ouais. Moi, je vois les choses qu'on met dans les scénarios qu'on écrit sont des choses qu'on a vécues et qui ont pu être une souffrance à une période, mais qui ne sont plus forcément aujourd'hui. Mais du coup, c'est intéressant parce que moi, j'ai fait un burn-out, en fait. J'ai fait un burn-out et j'ai fait une thérapie. Et j'ai complètement shifté, en fait, l'énergie que je mettais dans l'écriture. Et aujourd'hui, j'écris avec beaucoup de plaisir et tout ça. Et je me rends compte que ça n'empêche en rien l'imagination de venir. Et c'est tout aussi imaginatif qu'avant, mais en plus, c'est dans la joie. Donc, pourquoi se priver, n'est-ce pas ? Et par contre, en effet, est-ce qu'il y a des phases d'angoisse par rapport à l'écriture en elle-même et à certaines étapes ? Je dirais, il y en a eu avant, il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les étapes compliquées ne sont plus là, mais parce que je les ai vécues suffisamment de fois pour comprendre qu'elles faisaient partie du processus, du coup ça ne me fait plus peur. Il y a certaines périodes, je me souviens, où à des moments de scénario, je me disais mais je ne sais plus ce que je raconte, je suis complètement perdue. Est-ce que c'est une bonne idée ce scénario ? Est-ce que machin, tout ça et tout ? Et aujourd'hui, je remarque que cette étape-là, elle arrive tout le temps. Et du coup, je n'ai plus du tout peur de cette étape, je sais qu'elle fait partie du processus, du coup je mets le projet de côté, ou je le fais lire, et je sais qu'à un moment ça va revenir, et du coup c'est aussi l'expérience qui permet ça, de l'avoir vécu plusieurs fois et de savoir que c'est juste, ça fait partie du jeu, et d'apprendre à la gérer et comment s'en occuper, quoi. Moi, ce qui m'angoisse davantage, c'est de voir qu'il y a pas tout le temps une exigence du scénario en France, quoi. Ça m'angoisse plus. Moi, ce qui m'angoisse, c'est de me dire qu'on n'a pas tous la même exigence et que les producteurs n'ont pas tous la même exigence, et qu'on peut tourner des films où les scénarios ne sont pas prêts. Moi, ça m'angoisse plus ça, de me dire est-ce qu'on est si peu à s'embêter que créer concrètement. Je trouve que le manque d'exigence générale des bonnes histoires, je trouve, est plus angoissant que le fait de travailler dessus. Et alors, sur La dernière vie de Simon, quelle a été l'étincelle de départ ? Pourquoi faire ce film ? En fait, avec Sabrina, on a grandi avec le même style de cinéma. En fait, on a grandi avec le cinéma des années 90 américain, cinéma de Spielberg, de Cameron, de Zemkis, et vraiment le cinéma où on passe 2 heures dans une salle à rêver, quoi. On ne nous raconte pas l'histoire de notre voisin de siège, on nous raconte une histoire incroyable où on passe par des tas d'émotions aussi diverses. On peut rire, on peut pleurer, on peut ressentir de l'amour, de la joie, du suspense, de la tristesse. Enfin, on passe par à peu près tout, et des émotions de ventre, quoi, vraiment. Et puis quand on sort de la salle, après on repasse dans la tête et on se dit ah, mais en plus de ça me raconte quelque chose sur ma vie. Et ça, c'est vraiment, je pense, les sensations de cinéma qu'on préfère. Et donc quand on s'est rencontrés sur cette passion-là de ce type de cinéma, et je sais pas si c'était l'inconscience de notre jeune âge ou juste la passion, mais il était hors de question, si on se lançait ensemble dans le cinéma, de faire autre chose que ce cinéma-là. Alors après, on s'est posé la question de comment faire exister ce type de cinéma en France et en premier film. Et là est arrivée cette idée de personnage qui peut se transformer, qui peut prendre l'apparence d'autres personnes. Et on se disait, ça va, c'est juste plusieurs acteurs qui vont jouer le même rôle, ça va pas être trop cher. Tu vois. Bon, après on a écrit, c'est un peu différent, mais en tout cas c'est parti de là, quoi. Mais justement, quand vous écrivez le scénario, vous imaginez déjà... Est-ce que vous avez déjà une idée du budget, en fait, en termes d'effets spéciaux ? Non, on a vraiment... Non, l'idée c'était de trouver, disons, une promesse qui soit pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on se dise pas, ok, on va faire un premier film en France avec des dragons, des sorcières, qui se passe au Moyen-Âge. Voilà, on a quand même conscience d'une sorte de réalité... On aurait bien, oui, voilà. Non, mais peut-être. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, mais le tout premier scénario que j'avais commencé à écrire et que j'avais fait lire à Sabrina, que finalement on a transformé en projet de BD, c'est ce qui serait peut-être un jour une trilogie de science-fiction à $100 millions le film, un truc, mais ultra, voilà. Et c'est le premier truc qu'on avait sorti quand même. Hein. Donc non, c'est juste qu'on s'est dit. Vous avez revu votre. Non, mais on s'est dit, voilà, il faut qu'on trouve quelque chose et qui soit suffisamment intime pour que ça puisse exister en France et qui nous intéresse. Et tout de suite on s'est dit, en fait il faut faire un film comme E.T. de Spielberg, c'est-à-dire que E.T. il y a ce truc là à la fois de merveilleux, de fascinant, et on aime bien en fait cette sensation. C'est ce qu'on préfère au cinéma, c'est ce moment où
t'as le dos qui se décolle un tout petit peu du siège, tu sais, puis t'as la bouche qui s'ouvre un petit peu comme ça, et puis t'es fasciné par ce que tu vois. L'émerveillement. Ouais. Et c'est possible de faire de l'émerveillement avec peu. Et c'est ça notre défi. Oui. Et c'était ça notre défi, de revenir au merveilleux, ce genre qu'on a tant finalement oublié en France, quoi. E.T. c'était pas un film qui a coûté énormément Non, cher, hein. C'était un petit budget, hein. Moins bien. qu'Indiana Jones, moins que tous ces films-là. Hein. Ouais. Et c'est voilà. Et c'est ça qui était malin, et c'est voilà, et c'est là-dessus qu'on s'est lancé. Et est-ce que le scénario a beaucoup évolué en fait pendant le tournage, ou par exemple après des lectures avec des comédiens? Et si oui, est-ce que vous avez changé beaucoup de choses? Dans quelles circonstances, etc. Alors il y a une lecture qui nous a pas changé beaucoup de choses, mais qui nous a beaucoup aidé, qui était juste avant pas le tournage, non, c'était pas avant le tournage, c'était avant la préparation, qu'on a fait d'ailleurs ici à la Guilde des scénaristes avec le partenariat qu'il y a avec la AFA. Donc des acteurs qui ne sont pas les acteurs du film en fait sont venus faire une lecture, et ça nous a permis d'entendre le scénario pour la première fois, et surtout aussi de l'entendre dans son propre rythme. C'est que quand on réécrit, souvent on va vite sur certaines scènes, on le relit jamais vraiment en entier. On connaît, il y a des phases qu'on aime plus que d'autres, en tout cas voilà. Et le fait de l'entendre, il y a un moment, on se regardait et puis on se fait chier là, non? Et on a coupé 10 pages. Ouais. Et c'est étrangement, suite à cette coupe assez radicale et ce choix assez radical de ces 10 pages, qu'on a réussi à vraiment avoir les derniers financements en tout cas qui nous manquaient. Et ensuite on est rentré en préparation, tout ça. Et c'était pas n'importe quel 10 pages quand même, c'était les 10 pages d'un twist, le twist final du film sur lequel on avait commencé l'écriture. C'est-à-dire que j'ai appelé Sabrina en lui disant: qu'est-ce que tu dirais d'une idée d'un mec ou d'un personnage qui a le pouvoir de se transformer, de prendre l'apparence de n'importe quelle personne qu'il a déjà touchée, et un jour il découvre que l'apparence qui pensait être la sienne ne l'est même pas. Twist. Ouais. Ce twist est resté jusqu'à l'avant-dernière version du scénario, et grâce à cette lecture on s'est dit mais en fait quand ça arrive on s'en fout. En fait, ce qu'il faut, c'est se recentrer sur l'histoire d'amour. C'est ça qu'on a envie de voir. C'est ça qu'on a envie de voir se terminer. Et il faut accélérer. Et donc, c'est cette lecture qui nous a permis de couper, en fait, presque le truc qui nous a donné envie d'écrire le scénar. C'est quand même. Voilà. Oui, alors que c'est. Ouais. Et sur le tournage, il n'y a pas eu grand-chose de coupé. On a coupé une scène par manque de temps, et qu'on pouvait se permettre de couper parce qu'on pouvait. Elle a même pas été coupée, en fait. On a changé le décor. C'est-à-dire qu'on n'avait plus le temps de tourner cette scène dans ce décor, et on s'est dit qu'on pouvait raconter la même chose dans un autre décor, et donc on l'a déplacé. Sinon, il n'y a rien eu de coupé sur le tournage. Et en montage, l'ours du film faisait 2 heures. Le film à la fin dure 1h40, donc il y a eu 20 minutes de coupé, donc vraiment pas grand-chose. Ouais. Donc on a vraiment peu tourné de choses inutiles, grâce au fait qu'on avait vraiment un scénario bossé, quoi. Et Sabrina, toi, tu as assisté par exemple à toute la phase post-production, le montage, tout ça. Tu donnais ton avis, et puis aussi sur le tournage, ouais. Est-ce que tu réécrivais des scènes pendant le tournage? Moi, j'étais sur le tournage, oui. Plus pour, j'étais pas là en mode je travaille, j'étais un peu en vacances pour le plaisir aussi de voir le tournage, de voir Léo faire, de voir se concrétiser, tout ça et tout. J'étais aussi là pour au cas où. Aussi, comme dit Léo, à un moment, cette scène qu'on n'a pas pu tourner dans ce décor, est-ce qu'on la supprimait? Est-ce qu'il fallait rajouter quelque chose dans une autre scène pour être sûr que l'information qui était dite dans cette scène passe? Il y avait toujours ce genre de risque, en fait, qui pouvait arriver, et de se dire aussi que moi, je suis la co-scénariste de ce film, que je connais ce scénario par cœur, les émotions par cœur, et que s'il y a un souci de scénario à un moment, je suis la personne la plus apte à y répondre, en fait. Et Léo a 1000 autres choses à faire sur ce plateau qu'il n'a pas d'un seul coup. Genre, excusez-moi, j'arrête tout pendant 1 heure, je vais m'occuper du scénario. Non, c'est à moi de le faire, en fait. Et c'est beaucoup plus c'est précieux, en fait. Comme un chef de poste classique, en fait. Donc après, je suis plus là au cas où que là pour être là. Mais ça a quand même son importance. Et derrière, j'étais aussi... j'étais pas au montage tout le temps, mais j'ai vu quelques versions quand Léo pensait que c'était intéressant d'avoir mon retour. Mais comme j'ai pu être aussi là de temps en temps pour les castings, mais encore une fois, jamais en position de je suis là pour dire ce que je pense, mais pour le plaisir d'être là déjà, et aussi au cas où, à un moment, on me demande mon avis, ou il y a des doutes, ou tout ça, quoi. Mais j'ai l'impression que moi, je suis pas une réalisatrice frustrée, genre qui a envie de réaliser mais qui n'ose pas, ou qui a une vision mais qui a peur de... Moi, littéralement, je ne vois pas, en fait. Moi, j'écris, mais je ne vois pas, j'ai pas d'image, j'ai pas de son, donc j'ai aucune frustration par rapport à ça, et j'ai un truc, au contraire, d'émerveillement quand je le découvre. Moi, j'adore aller sur le plateau, pas pour dire moi j'aurais fait ça, mais pour dire c'est trop beau. Mais c'était ça, moi, je me suis retrouvée dans des décors à un moment où j'étais là en train de pleurer parce que je trouvais ça trop beau et que j'avais pas imaginé ça, puisque je n'avais pas imaginé
moi, mon imagination, elle est émotionnelle. C'est-à-dire, je sais ce que j'ai envie de ressentir et ce que je veux ressentir. Je ne sais pas du tout comment les gens vont faire pour me faire ressentir ça. Et c'est ça que je trouve. Moi, je suis à Disneyland sur un plateau. Et est-ce que les environnements que l'on utilise pour définir l'arène de son film doivent forcément jouer un rôle symbolique dans l'écriture ? Et dans La Dernière Vie de Simon, est-ce que ça s'est... Non, il y a l'idée de la miroiterie qui est évidemment symbolique. Après, non, c'est plus des questions d'ambiance après. Je trouve qu'il est important, surtout dans le film de genre, de poser une direction artistique claire pour nous faire accepter le décalage avec le réel. Alors ça se ressent pas forcément dans le scénario. Et d'ailleurs, nous, c'était un exercice intéressant et d'ailleurs c'est même comme ça qu'on a réussi à avoir des financements au départ parce qu'on n'a pas montré de mood board ou de direction artistique au distributeur qui a juste eu le scénario et qui a pensé qu'on allait faire un film naturaliste. Donc ce qui était important, c'était que quand on lit le scénario, on se dise ça peut se passer, c'est très très crédible dans la relation des personnages et on ne voit pas au scénario le filtre merveilleux qu'il va y avoir dessus. Oui, parce que vous avez choisi de tourner le film en Bretagne. Mais c'était pas le cas au scénario. C'était pas le cas au scénario, Non. c'était pas indiqué, d'accord. Non. Et alors pourquoi avoir voulu tourner en Bretagne, par exemple ? C'est Sabrina qui était en vacances sur la presqu'île de Crozon et puis qui a réalisé qu'en fait il y avait, que ça ressemblait fort à ce qu'on était en train d'écrire, quoi. Il y avait de la forêt sur de la falaise, sur de la mer, ce qui était décrit dans le scénario. Et puis que, voilà, en termes d'ambiance, ça correspondait assez bien. Et puis quand j'y suis allé en repérage, c'est vrai que ça correspondait exactement à l'idée, en tout cas, que je me faisais du monde du film. Mais d'ailleurs, c'était une volonté, et à l'écriture et à la direction artistique, de ne jamais vraiment situer où c'est, de jamais vraiment situer il y a des dates, parce qu'il y a des scènes de cimetière, sans trop spoiler, donc il y a des dates, donc on sait quand est-ce que ça se passe aujourd'hui, mais il n'y a pas de référence culturelle, il n'y a jamais d'affiche, il n'y a jamais de musique actuelle. Les adolescents ne parlent pas comme des adolescents d'aujourd'hui. Il n'y a pas eu du tout une attention particulière à trouver un dialecte donc vraiment l'idée était de faire une histoire la plus intemporelle possible, et donc qui aurait pu se passer ailleurs, ou même dans les années 80. Oui, voilà. dans les années. Nous, c'était aussi un objectif de pas tomber dans cette sorte de facilité de placer le film dans le passé pour amener du merveilleux. On est convaincu qu'on peut amener du merveilleux aujourd'hui. Notre époque est certes triste pour des tas d'aspects, mais c'est important de se dire qu'on peut encore faire des choses merveilleuses aujourd'hui. Et alors justement, donc on a dit le film il est très inspiré du cinéma Spielbergien et notamment des productions Amblin des années 80, qui mettaient en scène toutes ces histoires fantastiques autour de l'innocence, de l'enfance, du merveilleux. Mais alors comment tu as fait pour utiliser cet univers tout en le renouvelant dans un contexte français, j'ai envie de dire. À la mise en scène, tu veux dire ? Oui, ou même au scénario. Et que finalement, quand on voit le film, on sent qu'il a sa singularité, qu'il n'est pas une copie de ce qu'on a déjà vu dans le cinéma Spielbergien, qu'il a vraiment sa patte française, tout en conservant le merveilleux tout le travail à l'écriture était d'enlever tout ce qui relevait du code de genre, mais qui n'était pas incarné. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on a retiré ces choses-là, ces éléments-là, on avait des nouvelles pistes de financement, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu appelles code de par genre ? exemple, pendant plusieurs versions du scénario, il y avait un antagoniste, vraiment une figure de méchante, c'était une méchante scientifique qui coursait, qui poursuivait Simon, qui le cherchait pour essayer de lui faire des tests ADN et de savoir d'où venait son pouvoir. Elle était aidée par une armada d'hommes noirs mystérieux. Tout ça, c'est du code de genre qui n'appartient pas en fait à la culture française, qui est purement de la culture américaine. Et qu'on n'a pas, et d'ailleurs à chaque fois qu'on faisait le scénario, la première question qu'on nous posait, c'est mais c'est qui ces hommes noirs ? Est-ce que c'est l'IGPN ? Est-ce que c'est la DGSI ? Il fallait d'un coup dire exactement comment ça marchait. C'était la question numéro 1, quoi. Et c'est comme ça, dans notre culture, c'est comme ça. Oui, alors que dans un film américain, on se pose pas toutes ces questions, on accepte. C'est dans cette culture, c'est dans cet imaginaire-là. Et donc du coup, en fait, chaque version, le travail a été de recentrer sur les personnages principaux et sur l'intime. Et en fait, finalement, c'était beaucoup mieux parce que ça nous ressemble plus. En vrai, c'est plus proche aussi de nous et c'était plus émouvant.
Donc ça a déjà commencé par l'écriture, en enlevant tous ces codes de genre non incarnés. Et ensuite, du coup, comme le scénario était finalement très français dans son exigence sur les relations entre les personnages et sur l'intime, j'ai pu m'éclater à la mise en scène. Parce que là, d'un coup, il y avait toute cette place à prendre de genre. Ouais. Qui n'était pas dans les codes narratifs, mais qui était vraiment dans les codes visuels. Et c'est cette alliance-là qui fait qu'on a à la fois un film qui assume, on pense, qui assume son genre visuel, et qui est à la fois ce truc français, d'exigence dramaturgique de personnage. Absolument. Alors le film peut être vu aussi comme un conte. Quels sont pour vous les ingrédients primordiaux pour écrire une histoire sous la forme d'un conte ? Est-ce que par exemple la structure du voyage du héros de Joseph Campbell, c'est quelque chose qui vous a inspiré ? Alors non. Non mais en fait non, dans le sens où je pense qu'on s'est pas dit qu'il y avait une formule pour écrire un conte. En fait, je pense que c'est vraiment notre envie d'histoire et l'envie de cinéma qui nous fait rêver en fait. Moi ça me paraît impensable d'écrire autre, enfin pas impensable d'écrire autre chose, c'est faux parce que j'écris autre chose d'ailleurs, mais il y a en fait le conte pour moi c'est une façon de voir les choses, c'est une façon d'autoriser la magie, l'émerveillement, et c'est pas forcément que dans les histoires au cinéma, d'ailleurs c'est aussi dans la vie. C'est vrai que des fois on dit le cinéma français il est très réaliste, mais je trouve ça d'une tristesse absolue que le réalisme soit gris, dépressif. En fait la réalité pourrait être aussi pleine de couleurs et de gens qui chantent dans la rue. En fait tout est une question de comment on voit les choses. Et du coup le conte c'est pas tant dans ce qui se passe, on va dire dans l'intrigue, que peut-être dans la façon dont on l'écrit et là où on s'autorise, ce qu'on s'autorise à mettre, ou la façon dont on le raconte plus. C'est pas évident comme. La critique de Télérama du film dit que c'est quand même triste parce que on a encore la naïveté de croire en la magie du cinéma. Ah ouais. C'est ça la critique de Télérama. Mais j'ai trouvé ça pas très étonnant. J'ai trouvé ça d'une tristesse, mais c'est quand même assez symptomatique. Et pour nous, en fait, j'ai l'impression qu'on avait plus envie d'écrire une tragédie que d'écrire un conte. Je pense que ce film, en fait, est plus une tragédie qu'un conte. C'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'on parle de la magie du cinéma, mais votre film touche à quand même un sujet très douloureux qui est la perte d'un enfant, le deuil. Et vous arrivez quand même à combiner donc ce sujet, ce thème très anxiogène avec du merveilleux et avec une certaine légèreté. Mais les contes sont si cruels. Le oui. conte de base est tellement cruel. Mais on a tendance à oublier qu'on peut mais c'est aussi mélanger l'envie. les deux. Mais oui, mais c'est aussi l'envie, je pense. Quand je dis tragédie, c'est pas tellement de parler de quelque chose de triste, c'est plutôt de pousser les curseurs en termes de conflit. C'est-à-dire vraiment dans la tragédie, les trahisons sont extrêmes, l'amour est sacrificiel, il est tout, il y a quelque chose on est tout sauf une petite discussion dans une cuisine, quoi. On est dans un truc d'enjeu, très grand enjeu romanesque. Voilà. Ouais. Et en fait, je pense c'est le cinéma qu'on aime écrire avec Sabrina, c'est le cinéma romanesque, où on ose aller dans les émotions, où on ose aller dans les conflits qui s'étendent. Et je me demande même si tout ça, c'est pas une question d'avoir un regard d'enfant sur la vie aussi. Parce que je trouve qu'au-delà même de la première partie du film qui est avec des enfants, et donc quelque part le merveilleux presque s'impose de par le fait qu'ils soient là, ouais. je trouve que, moi j'ai l'impression que les enfants vivent tout de manière extrême en fait. Et j'ai l'impression que plus on est connecté à notre enfant intérieur et plus on s'autorise à regarder la vie avec un regard d'enfant, plus tout est énorme en fait. Mais autant dans la joie que dans la peur, que dans tout ça. Et j'ai l'impression que plus on monte dans l'intellectuel et dans le cerveau, le plus on relativise, le plus on parle des choses, les ressentir, le plus ça va être, comme tu disais, une petite discussion dans une cuisine. Enfin, le plus en fait, on vit moins d'émotions et on vit moins tout court en fait. J'ai l'impression. C'est surtout qu'on a peur des émotions. Plus on grandit, plus on a peur des émotions. Alors que s'il y a bien un truc que les enfants n'ont pas peur, c'est exprimer leurs émotions. Et je crois que c'est ça que j'aime dans le cinéma, c'est qu'on peut redevenir des enfants le temps de 2 heures. Non, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est en train de changer. Ça fait 2 ans qu'on voit de plus en plus de films français de genre fantastique ou horreur prendre un peu plus de place ou trouver un peu plus son public. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que les choses sont en train de changer ou pas ? Moi, je pense que les choses commenceront à changer quand on arrêtera de parler de cinéma de genre, déjà. Parce que ça commence à me gaver, cette appellation. Parce que j'ai l'impression qu'on appelle cinéma de genre tout ce qui est du cinéma, en vrai. Ou alors, la comédie est un genre, à ce moment-là. Donc,
En fait, j'ai l'impression que quand on fait pas de la comédie ou du drame naturaliste social, on fait du genre. Et en fait, cinéma de genre, dans l'inconscient collectif, c'est cinéma d'horreur. Et c'est relou, parce qu'en fait, il y a plein d'autres genres. Je pense qu'il y a une vraie appétit, disons, du cinéma de l'imaginaire. Je préfère appeler ça comme ça. Du cinéma de l'imaginaire en France par les créateurs. Il y a une véritable appétit. On a une nouvelle génération de cinéastes qui arrive, et que ce soit par le cinéma ou que ce soit aussi par les séries, par le web. Le cinéma de l'imaginaire commence à revenir, parce que quand même c'est la base de notre cinéma. On est à la base Méliès, Cocteau, on s'est quand même construit sur du cinéma de l'imaginaire qu'on a complètement oublié, qu'on a laissé en fait à toutes les autres cultures que la nôtre. Je veux dire, les Anglais font l'imaginaire, les Américains font les Espagnols, les Asiatiques, voilà. Tout le monde a le droit sauf nous. Et pourquoi ? Mais ça c'est tellement ancré. Mais vous savez, c'est dingue. Ça c'est vraiment ancré. C'est-à-dire que c'est Sabrina qui a raconté. Je sais plus. Il y a eu des commentaires sur internet sur la bande-annonce, par exemple. Et un commentaire c'était "Waouh, ça a l'air génial. Ça me donne hyper envie." Et après j'ai réalisé que c'était français. Ouais. C'est quand même dingue. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, on ne sait pas faire ça. C'est forcément mauvais. Et je pense que ça vient de quelque part, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup de films qui sortent au cinéma, il y a évidemment beaucoup de mauvais films et il y a des bons films. Mais je pense qu'il y a autant de prorata, par exemple, de bonnes comédies par rapport aux mauvaises. Mais comme il y a énormément de comédies, du coup, il y a plus de bonnes comédies. Et comme il y a très très peu de films dits de genre en France, il y a le même prorata, je pense, de bons films de genre et de mauvais. Et donc du coup, il y a encore moins de bons films de genre. Mais du coup, je pense qu'il y a un véritable appétit des créateurs à en faire beaucoup plus. Et maintenant, il faut juste convaincre les financiers du cinéma que ça intéresse le public, parce que ça intéresse le public. Et puis il y a aussi cette fausse idée de croire que ce genre de cinéma-là nécessite forcément un budget pharaonique, alors qu'on peut très bien faire un film fantastique ou même de science-fiction avec ça c'est déjà le cas, hein. Ça c'est déjà le cas, parce que la plupart des films d'horreur ou des films, je pense à Revenge de Coralie Farja, ou je pense à La Nuit a dévoré le monde de Dominique Rochet, c'est des très petits budgets déjà, hein. Donc non, ça malheureusement on est déjà non, contraint. mais pour que ça soit pour que c'est un impact et qu'on y croit et tout ça, voilà, il y a aussi toute cette fausse idée qui traîne un petit peu dans l'inconscient des spectateurs français peut-être, mais qui va peut-être changer justement avec des films comme moi je pense que la solution c'est que en fait il y a plein de problèmes cumulés. Un des problèmes par exemple, c'est que les jeunes ont déserté le cinéma français. C'est-à-dire que c'est vraiment les chiffres. Et les jeunes ne vont plus voir les films français, mais plus du tout. Quand ils vont au cinéma, c'est pour voir Star Wars, mais ils vont plus jamais voir un film français. Et je pense que le cinéma de l'imaginaire touche avant tout les jeunes et ceux qui ont grandi avec ça. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'on l'a vu en tournant avec La Dernière Vie de Simon dans les cinémas. Évidemment, la majorité des spectateurs qui viennent sont des spectateurs seniors. Qui sont venus parce qu'ils ont l'habitude, mais ils nous disent tous quasiment on ne serait pas venus si c'était pas conseillé par le cinéma ou si on n'allait pas voir beaucoup de films. Évidemment, on est très content d'être venus parce qu'on l'a adoré, alors que généralement on déteste le fantastique. C'est le truc qu'ils disent, hein. On n'aime pas les films fantastiques, mais celui-là on l'aime bien. Mais en fait, c'est pas eux le cœur de cible. Le cœur de cible, c'est les jeunes qui de base aiment le fantastique, mais eux ne vont plus au cinéma. Donc je pense qu'il faut déjà repenser un cinéma qui s'adresse aux jeunes, un cinéma français, je pense, fait par des jeunes, qui intéresse les jeunes. Et il faut lui laisser cette case ouverte. Il faut vraiment la renforcer et la pousser. Parce que là, clairement, comme il y a 16 films qui sortent par semaine en France, si vous n'avez pas le soutien des énormes, des gros, votre film n'existe pas en salle, il n'y a même plus le temps du bouche à oreille. Donc il faut changer les règles de l'exploitation de manière plus générale. Moi, je serais assez pour, par exemple, qu'en première semaine, tous les films aient le même nombre d'écrans. Et que ce soit en deuxième semaine, quand on voit qu'un film cartonne, qu'on ajoute des écrans pour ces films-là. Mais c'est pas normal qu'il y ait des films qui sortent sur 650 copies en première semaine et d'autres sur 30. C'est pas normal. Et ensuite, qu'on ait une vraie politique pour ramener les jeunes au cinéma. Parce que là, les jeunes, ils restent devant Netflix. Et du coup, des plateformes comme Netflix, est-ce que c'est pas l'avenir du cinéma français de genre, j'ai envie de dire ? En fait, on vit un moment hyper particulier pour la fiction mondiale, qui est que maintenant, on commence à être vraiment dans une concurrence de qualité, mais parce que mondiale. Pour être tout à fait honnête, quand on a commencé à écrire La Dernière Vie de Simon avec Sabrina, c'est hors des questions de le penser ailleurs qu'au cinéma. On rêve de cinéma, on rêve de grand écran, on rêve voilà. Et après l'expérience de l'exploitation, justement, on se dit
que effectivement il faut changer les choses dans ce pays, qu'il y a beaucoup de combats à faire pour que l'exploitation soit plus juste des films et que ce soit la qualité des films qui prime sur l'attrait purement commercial. Mais en attendant, il faut aussi aller là où on nous offre les possibilités de faire les films qu'on a envie de faire. Et par exemple, j'aime bien citer l'exemple de Bong Joon-ho, qui commence avec Memories of Murder, qui est un film en fait très connu des cinéphiles, mais pas tellement un film extrêmement populaire dans le monde, qui a fait des films formidables comme The Host, qui a été peu vu en France, et qui d'un coup fait Okja sur Netflix, qui là est vu dans le monde entier, et derrière il a la liberté et la visibilité de faire Parasite. Donc en fait, on se dit... l'intérêt c'est qu'aujourd'hui c'est hyper plus poreux quoi, c'est-à-dire que vous pouvez faire un film sur Netflix, revenir au cinéma, faire une série, en fait tout est beaucoup plus circulant, et je pense que c'est bien parce qu'on en revient à l'essence même de ce qui est le plus important, faire des bonnes histoires et nous donner l'opportunité de la faire et d'être vu voilà. Et l'autre truc aussi qui est intéressant, c'est que moi je sais pas pour vous, mais quand on me dit tiens tu devrais regarder cette série, il y a 5 saisons, j'ai la flemme. Genre je dis je vais pas me lancer dans un truc de 5 saisons. Il y a tellement d'offres que en fait les séries sont en train de perdre du terrain comparé aux mini-séries. Moi j'ai beaucoup plus envie de regarder Tchernobyl de 5 épisodes avec 5 épisodes que de me lancer dans un truc de 5 saisons. Et je pense que la prochaine étape c'est de peut-être revenir au format de 2 heures et donc au cinéma. J'ai juste 2 dernières questions à vous poser. Sur quel projet vous travaillez en ce moment ? Est-ce que vous pouvez nous révéler, nous en dire un peu plus ? Allez-y. Est-ce que c'est d'ailleurs un projet qui vous concerne tous les deux, sur lequel vous bossez ensemble ? Alors, on a des projets de chacun de notre côté aussi. Moi avec d'autres réalisateurs et Léo avec d'autres scénaristes. Et on a plein de projets en commun. Le prochain, enfin on espère, je touche du bois virtuellement, le prochain, le plus avancé en tout cas, c'est un biopic en anglais sur la première femme d'Albert Einstein, Mileva Maric, après qu'on ait découvert qu'ils ont tout fait ensemble en fait. Donc au même titre qu'Albert Einstein, Mileva Maric devrait être créditée. Pardon, on rigole parce qu'on voit ce film comme une métaphore de la relation scénariste-réalisateur depuis le début et ça nous fait beaucoup rire. Donc Mileva devrait être créditée sur le prix Nobel et sur toutes les découvertes qui sont attribuées à Einstein seul en fait. C'est elle qui est derrière E égale MC2 alors. Avec lui, mais en tout cas tout autant que lui. C'est vrai et c'est une grande histoire d'amour tragique comme on les aime. Et donc celui-là c'est le plus avancé. Et du coup on se pose la question, oui en effet donc. Mais pourquoi en anglais alors ? Eh ben en anglais parce que ça n'a pas vraiment de sens de le faire en français. Genre eux sont allemands à la base. Enfin, elle les serve, lui est allemand. On n'est pas des purs et durs, c'est-à-dire que moi je ne me vois pas écrire un scénario, ou en tout cas de faire un film dans une langue que je ne parle pas. Je sais pas, c'est tellement important les mots, c'est tellement important l'idée de ne pas savoir ce que ça dit ou de ne pas comprendre les subtilités. Je sais pas, ça me parle pas. Et l'idée en fait je pense qu'on est très excités à l'idée de le faire en anglais aussi pour l'aspect international. Et en fait ça coule de source en fait, je sais pas, c'est une forme d'évidence de le faire en anglais. Après, du coup, l'expérience de La Dernière Vie de Simon nous interroge énormément sur le format. Est-ce que ce sera du cinéma ? Est-ce que ce sera une plateforme ? Je pense qu'on ira à celui qui nous propose de faire le film qu'on a envie de faire, en fait, tout simplement. Comme Scorsese. Qui a eu carte blanche. Voilà, il fera pas 3 heures, le film, mais... Voilà, plusieurs épisodes. Voilà. Puis une mini-série, voilà une idée de mini-série. Voilà, paf, 5 épisodes. Et après, on a d'autres envies, d'autres idées. On a de nouveau un projet avec Grégoire de Bailly, le producteur, qui s'appelle Grand Cru. Ouais, producteur de La Dernière Vie de Simon. Et Léo parlait tout à l'heure de ces idées des fois qui viennent dans le métro et on s'emballe et on a l'impression d'avoir un film qui est déjà, enfin pas qui est là parce qu'il n'est pas écrit, mais en tout cas une histoire qui existe déjà. Et ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps et sur une comédie musicale dans l'espace. Waouh. Ah ouais. Et alors ce sera pas un truc d'horreur, ce sera pas dans l'espace, personne ne peut vous entendre chanter. Mais Mel Brooks a fait une comédie musicale dans l'espace à la fin de La folle histoire de l'espace. Je sais pas si vous vous rappelez, ça s'appelait les nazis dans l'espace. Ah ouais. Bon, ça peut être drôle. Voilà, donc en tout cas on manque pas d'idées, on manque pas de projets, on manque pas de propositions non plus, donc tout va bien pour nous. Super. Voilà. Ça c'est aussi un truc qui est vachement bien, c'est qu'en fait on s'est battu 9 ans pour faire La Dernière Vie de Simon. Plusieurs fois on s'est dit est-ce qu'on va pas faire de la comédie, est-ce qu'on va pas aller vers quelque chose de plus simple. Et en fait non, on est toujours revenu à cette histoire qui était tellement importante pour nous et que c'est tellement le cinéma qu'on a envie de faire. Et on est dans un pays qui met beaucoup dans les cases. Et je pense que si on avait fait une comédie en premier film, on ne serait jamais parvenu à faire La Dernière Vie de Simon en deuxième. Et donc en fait le truc
bien, c'est que La Dernière Vie de Simon, c'est exactement le film qu'on voulait faire. On n'a aucun regret artistique dessus. Et donc, du coup, on nous met dans une case, la nôtre, quoi. Et donc, les propositions qu'on a vont dans ce sens. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a une vraie appétit, en fait, des producteurs pour en tout cas, ce genre de cinéma, disons, de spectacle, et à la fois, disons, du spectacle intelligent, quoi. Ouais, il y a une vraie appétit des producteurs maintenant pour, voilà, du cinéma de spectacle, mais intelligent. Et donc, du coup, on nous appelle pour ça. Donc, ça, c'est vraiment très agréable. Donc, on n'oublie pas le fantastique pour autant. On a des projets qui sont encore dits de genre. En tout cas, du cinéma de l'imaginaire, on en a. Mais là, ouais, on se lance en mars dans une série comédie musicale pour Netflix. C'est extraordinaire qu'on vienne nous chercher pour ça, quoi. Et toute dernière question à vous poser. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune scénariste qui voudrait se lancer, qu'est-ce que vous lui diriez? Voilà, vous pouvez vous adresser à lui directement à la caméra. Un conseil primordial. Un seul conseil, un conseil clé à un jeune scénariste qui veut se lancer dans l'écriture. Qu'est-ce qu'il faut lui dire pour un petit peu l'inciter, pour un petit peu le motiver à écrire? Je tente un truc. Scénariste est un métier, et donc il s'apprend, il se perfectionne, et on aime considérer les artistes comme des artisans. Et tant qu'on considère que effectivement un scénariste c'est quelqu'un qui travaille à mettre en place une histoire, et donc ça veut dire qu'il réécrit et réécrit et réécrit, il ne sera jamais malheureux, parce que pour moi c'est presque 80% de technique et que 20% de talent. Je pense que non, mais je vais redire quelque chose que j'ai déjà dit avant. En fait, c'est que scénariste n'est pas forcément un métier qui s'exerce, enfin qui se fait seul, et que c'est très très important de s'entourer, de se faire lire et de considérer qu'il y a de la place pour tout le monde et que c'est un travail d'équipe, mais pas forcément écrire ensemble, mais en tout cas se faire lire, se faire des retours aux autres. En fait, c'est primordial. En fait, le plus on s'entraide, et je pense que le plus on peut avancer et aller loin. On vit dans un moment particulier de l'histoire de l'humanité où on se pose un peu la question de ce que va devenir cette planète. Et je suis convaincu que, et il n'y a pas que moi d'ailleurs, beaucoup d'écologistes le sont, que ce qui maintient la société, c'est les histoires. Et qu'il est de la responsabilité de ceux qui les racontent de bien les raconter. Voilà, donc être scénariste, être raconteur d'histoire, même si on se fait taper dessus souvent, qu'on est peu considéré, en fait je pense qu'on fait partie des gens les plus importants de notre société. Je pense que ce qui est primordial, et moi je l'ai vécu en traversant un burn-out et en me posant des questions vraiment sur pourquoi j'écrivais, je pense que c'est primordial de prendre du plaisir à écrire, de décrire des choses qui nous font plaisir, qui nous font rêver, qui nous ressemblent, parce que en effet, il y a un petit côté aussi, la vie est courte, n'est-ce pas? Donc c'est hyper important de faire des choses qui nous donnent du plaisir et qui ont un sens pour nous, parce qu'à trop se travestir, à trop vouloir à rentrer dans les cases, à faire semblant, tout ça et tout. Alors certes, il faut payer son loyer, mais de ne pas se perdre là-dedans, parce que sinon un jour on se retrouve complètement vidé, à se poser la question de pourquoi on fait ce métier, et vraiment d'essayer de le voir comme un jeu, comme vraiment la joie de raconter des histoires, quoi. C'est vraiment tellement important, quoi, de prendre du plaisir à écrire et de travailler à prendre du plaisir. Même si ça peut être angoissant parfois, comme tu disais tout à l'heure, de faire une petite thérapie sur le côté et d'aller vraiment, le plaisir, la joie, le jeu, et que ça soit plus un travail en fait, mais juste un jeu. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Sabrina, merci beaucoup Léo pour cette interview. Et donc allez voir La Dernière Vie de Simon, qui est actuellement en salle au cinéma. Continuez à fréquenter les salles obscures, c'est toujours important. Lisez, écrivez des scénarios, et rendez-vous dans un prochain numéro de Secret de Scénariste. Ciao! Voilà, nous espérons que ce 3e numéro de Secret de Scénariste de la saison 3 vous a intéressé. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à aller sur le site internet de la Guilde ou sur la chaîne YouTube de la Guilde. Vous trouverez régulièrement de nouvelles vidéos sur tout ce qui touche au métier de scénariste en France. N'oubliez pas également d'aller sur le site internet de la Guilde, où vous trouverez une mine d'informations sur l'actualité des scénaristes français, ainsi qu'une Writer's Room, un centre de ressources sur l'artisanat de l'écriture. Enfin, je vous propose des critiques de films, des analyses sur le cinéma sur ma chaîne YouTube The Film Talker, donc n'hésitez pas à venir faire un tour et à vous abonner. Voilà, Secret de Scénariste, c'est terminé, à très bientôt.